Hey, salut, ici Francis Letourneau. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Salut mon cher Chuck, on peut s'appeler Chuck? Oui, mais yes, sir. Ben oui, c'est Frank. Ça En va forme? Bien. Ça va bien. En forme et toi? Yes, ben oui. Puis pourquoi d'ailleurs on t'appelle Chuck? Ben, Chuck, ça vient du secondaire. On a commencé à m'appeler Okay. DJ Chuck. Je mettais de la musique dans une de mes classes. Puis là, on a commencé à m'appeler DJ Chuck à ce moment-là. Puis Chuck est resté. C'est resté. Puis bon, c'est l'espèce de diminutif équivalent anglophone de Charles. Fait que, Ouais, en on m'appelle plus, Chuck. ben oui. Fait que depuis tout le temps, le monde m'appelait Chuck. Ouais. Ah, nice! Ouais. Puis, peux-tu parler un petit peu de toi? T'es qui? Tu fais quoi? Tu sais, c'est quand même, Oui. Chuck, c'est toi qui nous a aidés pour tout ce beau setup-là Ben, écoute, de podcast, toute la technique, les caméras, le logiciel, l'ordinateur, la console, tout ce que vous voyez pas, là. T'es tellement fin. C'est lui qui a fait ça. Hey, t'es tellement fin. Hey, premièrement, merci de m'inviter. Je veux juste te dire merci pour me donner la tribune de parler de mon expérience. Merci beaucoup, j'apprécie. Puis merci aussi. Je veux dire, oui, effectivement, je t'ai aidé sur l'élaboration du merci. podcast. Puis depuis, il roule super bien. Puis d'ailleurs, félicitations, ça monte, ça grandit, c'est le fun. Ouais, non, c'est ça. J'ai commencé dans le milieu de la radio, puis en fait des communications à l'époque. Et c'est ça, j'ai étudié en radio. Puis je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. J'aimais la radio, j'aimais le médium de la radio. J'ai toujours été un gars de radio. J'étais fasciné par ça depuis que je suis tout petit. Puis finalement, force est d'admettre que en écoutant beaucoup de podcasts, je me suis bien écouté beaucoup de podcasts. On parle en 2005, 2006, 2007. Le podcasting a commencé. Débuts, là. Ouais. Aux États-Unis, ça a commencé en comme 99, 2000. Ouais. Là, fait que ça commençait tranquillement. Il commençait à avoir des podcasts ici au Québec en 2005. Ouais, je me suis rendu compte que c'est un médium que j'aimais beaucoup et avec mon diplôme de radio que j'ai pas fait grand-chose avec mon diplôme de radio. Ça arrive, hein? Non, écoute, t'étudies là-dedans, puis finalement tu fais rien avec. Ouais. Mais j'ai fait de quoi avec? J'ai juste fait quelque chose de différent mais complémentaire avec la radio. J'ai commencé à faire du podcast là, depuis le début des années 2010, je te dirais, en fait un peu avant, je te dirais, là, donc 2008, 2009, 2010. J'ai commencé à enregistrer du podcasting, puis à commencer à faire moi-même du podcasting et de me spécialiser là-dedans et de commencer à développer une expertise aussi là-dedans. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon petit train de chemin. et là, ben, comme de fait, c'est ça. J'ai commencé à travailler avec beaucoup d'humoristes. Et bon... Ouais, ben ça en fait plein, là, des oui, podcasts. T'en réalises plein. J'en réalise beaucoup. Je travaille sur beaucoup de projets en même temps. Je me mets aussi à co-animer aussi des podcasts. Là, ces temps-ci, je fais ça. Ça me fait du bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un micro. Avant, j'étais toujours derrière le micro. Ouais. Et là, donc... C'est différent. Les deux, c'est le fun, mais c'est différent. C'est deux perspectives complètement différentes. Il faut que tu gardes en considération la caméra, le micro, le son, le plan. D'ailleurs, je me vois ici dans le fond. Salut. Salut, et Chuck. ça, je sais qu'on salue les gens sur YouTube 2 mois plus tard. Alors oui, donc c'est tout ça à considérer comparativement à moi qui est généralement derrière la caméra. Ouais. Puis là, aujourd'hui, on va parler de ton expérience de Vipassana qui n'a rien à voir avec les podcasts, tout ça. Exactement. Mais qui est une expérience de méditation de 10 jours. Oui. Que j'entends plein de monde me parler de ça. Je trouve ça fascinant, que c'est sûr c'est dans mon bucket list que je vais faire. Tu sais, je te l'avais dit. Moi, là, mes enfants sont bien jeunes. Là. Le petit a 1 an et demi. Laisser ma blonde toute seule à la maison 10 jours, je suis pas à l'aise. C'est comprenable. C'est ça. Mais je sais que c'est de quoi je veux faire. Puis toi, tu l'as fait. Oui. T'as fait le grand saut. Oui, absolument. J'ai été approché. Mais en fait, faut dire à la base que je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la méditation. Quand j'ai commencé initialement en faisant beaucoup de méditation parce que j'étais avec ma psychologue et puis ma psychologue m'a suggéré tu devrais commencer à faire de la méditation, ça devrait t'aider beaucoup à baisser ton anxiété. Moi initialement je pensais pas que je faisais de l'anxiété, j'étais comme voyons, je fais pas d'anxiété, et comme de fait oui, tu sais initialement quand tu le sais pas, t'as pas de miroir devant toi, on te le dit pas ou on te le montre pas du moins que parce que, tu sais, souvent, le stress, j'entends beaucoup de gens ne pas savoir qu'ils sont stressés. Ouais. Mais l'anxiété, on dirait que dans mon esprit, en tout cas, je pensais que tu savais quand t'es anxieux. Aucunement. Je suis arrivé, là, je suis arrivé au psychologue et puis elle m'a dit « Ah ouais, t'es pas anxieux toi? OK, parfait. » Puis
la conversation allait, puis au fur et à mesure qu'il y avait les sessions, tout ça, là, je me suis rendu compte que non seulement j'étais anxieux, j'étais très anxieux. En fait, je suis une anxiété sur deux pattes, et ça date de longtemps. T'sais. Donc, après avoir su ça, j'ai commencé à faire de la méditation. Et moi, je suis un gars qui est très concret. Tu le sais, je suis un technicien, je suis un gars qui fait de la réalisation, je suis un gars qui faut que ça fonctionne, faut que ça marche, puis faut que ça marche de manière concrète. On voit le avant et le après. C'est le on et le off, le rouge et le vert. Il faut que je vois que ça fonctionne. C'est très, 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 ça doit être très visible pour moi. Et je peux le confirmer, tu sais, la méditation, c'est très visible. Il y a le avant et le après méditation. Ça m'a permis de réduire drastiquement mon anxiété. Et aussi la manière comment je fonctionne à chaque jour. Je fais plus de choses qu'avant. Je fonctionne mieux qu'avant. Mon cerveau réfléchit mieux qu'avant. Et ça, c'est tout grâce à la méditation. Là. Fait que, je le vois, c'est très concret. Puis quand justement, là, tu ne méditais pas, quand tu as commencé à méditer, qu'est-ce que tu as fait? Oui, c'est concrètement, qu'est-ce que c'était? J'avais une application et j'ai une application. En fait, je continue à méditer de méditation et ça s'appelle Headspace. Et là, j'ai Headspace sur mon téléphone et c'est de la méditation guidée. Donc, la méditation pleine conscience. Tu prends connaissance, tu prends conscience de ton corps, tu prends conscience de ta respiration et tu respires à travers tout ce que tu vis. Et tu le fais pendant 20 minutes par jour, à tous les jours. Et tu le fais tous les matins. Et j'ai commencé de même. Et j'ai commencé de même et j'ai continué et je continue à faire de la méditation pleine conscience parce que ça m'aide énormément pour l'anxiété. Donc, j'étais déjà dans ce mood-là. Je savais que la méditation m'aidait beaucoup. Et là, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, comme tu le sais. Et un des artistes avec qui j'ai travaillé, il s'appelle Charles Brunet, qui est un jeune humoriste il y a peut-être 25 ans. Il est jeune. Et lui, il me parle de Vipassana. Pour la première fois. Il m'en a jamais parlé, je savais pas ce que c'était. Puis il me dit j'ai suivi ça, cette affaire-là, c'est une espèce d'expérience, tu vis un peu comme un moine, puis tu médites toute la journée, tu fais ça pendant 10 jours de temps, puis c'est une méditation silencieuse, puis tu parles pas, puis tu te lèves très très tôt, puis tu te couches tôt, puis tu manges végétarien, puis tu parles à personne. T'as pas le droit de parler, t'as pas de téléphone, t'as rien. Aucune distraction. Tout ce que tu fais, c'est travailler sur toi. J'ai fait « wow ». Puis là, moi, tu sais, j'ai été très curieux par cette expérience-là. Parce que plus j'y en demandé, j'ai comme « OK, ça t'a-tu aidé? Qu'est-ce que ça t'a amené? » Il dit « Ben moi, ça m'a apporté des outils pour moi. Puis ça m'a aidé sur plusieurs plans. C'est ça, lui, c'est l'anxiété. Ça lui a permis de... Puis il m'a dit... Moi, ça m'a mis beaucoup de choses en perspective. Ça m'a donné des perspectives. La méditation, ça te donne des perspectives, mais ça m'a donné un recul que j'aurais jamais eu auparavant. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant. Ah oui, OK, cool, nice. Fait que c'est un peu comme ça, Vipassana, tu l'entends toujours une première fois d'une certaine personne. Puis après ça, tu laisses ça germer. Puis c'est ça qui s'est passé. J'ai laissé ça germer dans ma tête. J'ai laissé ça aller. Et là, ça trottait dans ma tête. Puis là, j'ai parlé avec d'autres artistes, dont Anne-Marie Ménard, qui est sexologue. Ouais. Et elle, on a un peu le même âge, puis elle me parle de ces outils qu'elle utilise pour l'aider au quotidien, dans son anxiété, mais aussi dans la gestion de sa tête, de sa vie. T'sais. Puis elle m'a parlé de Vipassana, puis elle m'a dit « Hey, moi, je l'ai fait 3 fois. » Je veux dire, moi, ça m'a aidé vraiment. Là. Puis il faut que je le fasse. C'est important. Puis, tu sais, Anne-Marie, tu sais, c'est une fille qui a beaucoup d'énergie, qui semble être un peu nerveuse. Puis je pense que, tu sais, elle, de son point de vue, elle a besoin de ce genre d'outils-là pour l'aider à la grounder. Mm-hmm. Et moi, en voyant ça, j'étais comme, oui, moi aussi, j'ai besoin de ce genre d'expérience-là. Et là, que j'en parle à elle. Puis là, je me rends compte, j'en parle avec d'autres humoristes, puis il y en a d'autres qui l'ont fait. Je travaille avec beaucoup d'humoristes en passant. Je dis des artistes, mais je travaille avec beaucoup d'humoristes. Oui, c'est ça, ouais. Et là, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Donc là, c'est ça. Xavier Boiron, qui est un jeune humoriste qui a fait une fois les connaisseurs de l'humour, il l'a fait 2 fois. Après ça, j'en avais parlé avec... Puis là, je me suis rendu compte, une humoriste là, qui est en train de monter présentement, Rachel Ely, qui est une humoriste anglophone. Elle l'a fait 7 fois. Fait que là, je me rends compte qu'il y a plein de monde qui l'ont fait autour de moi, puis je trouvais ça très intéressant. Et là, à un moment donné, je parlais avec un de mes amis qui est aussi artiste, et on est très dans la méditation.
Et puis, ben, je lui ai parlé justement à un moment donné de Vipassana. Puis lui, c'est quelque chose qu'il veut le faire. Il veut le faire aussi, mais lui aussi, il a des enfants en bas de l'âge. T'as une défaite, là. Écoute. Yeah, on a toutes nos défaites. C'est pas 0, mais lui aussi, il veut le faire. Vraiment, ça lui changerait, il dit, ça lui changerait sa vie probablement. Puis j'entends beaucoup de témoignages. J'ai commencé à regarder sur YouTube les gens qui sont allés à Vipassana, puis ils disent tout à quel point ça change leur vie. Ouais, puis juste, tu sais, moi, dans le podcast, il y a Manu Lemay qui l'a fait, qui est venu au podcast. Il y a François Lemay qui l'a fait plusieurs fois. Ouais. En tout cas, je dois avoir 4-5 personnes qui sont venues au podcast, mais ils en ont jamais parlé, entre guillemets. Tu sais, souvent, ils glissent ça. Ouais, je fais du Vipassana, puis blablabla, ça continue. Absolument. Mais là, c'est ça qui est le fun avec toi. Tu t'en viens nous conter cette histoire-là. Absolument, c'est ça. Là, je vous le dis. Là. Vous l'avez entendu plusieurs fois. Vous l'avez peut-être déjà entendu d'amis. Là, je vous dis ce que c'est concrètement. Vipassana, c'est un type de méditation. Donc, il y a la méditation bouddhiste. Et de cette méditation-là, il y a toutes sortes de branches en tant que telles qui ressortent du bouddhisme. Et Vipassana se veut comme une des méditations qui découlent du bouddhisme. Donc, il faut comprendre ça à la base. Vipassana, c'est un type de méditation. Ouais. Puis ça, il y en a partout. Tu sais, il y en a en Europe, il y en a aux États-Unis. Il y a plus d'une centaine de centres. Ouais, OK, c'est tant que ça. Oui. D'ailleurs, il y a du monde qui s'amuse à voyager à travers le monde pour les faire Vipassana ailleurs. Même si l'exercice est le même, même si c'est 10 jours dans le silence, la méditation est pareille, c'est très, très similaire d'une place à l'autre. Ils veulent juste vivre l'expérience. L'énergie est différente. Absolument, l'énergie est différente. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est un mouvement. Je dirais pas un mouvement, mais c'est quand même, il y a une structure universelle, il y a une structure planétaire autour de Vipassana. Et il y a des centres de méditation Vipassana partout dans le monde. Ici au Québec, on a un centre pour faire de la méditation. Le 10 jours, le fameux 10 jours qu'on doit faire. Et tu as des petits centres qui font, pas des petits centres, mais c'est des centres qui te permettent de pouvoir méditer seulement une journée, seulement quelques heures. À Montréal, Québec, ici, je me rappelle bien à Sherbrooke, mais ça, je suis pas sûr. Donc, à Montréal, Québec, il y a des centres Vipassana. OK. Puis toi, tu l'as fait où? À Montebello. Montebello, ouais. Ça, c'est pour faire le 10 jours. C'est pour faire le 10 jours. Et d'ailleurs, c'est ça, quand j'en parle avec du monde, tu sais, le monde me dit tout le temps la même affaire. Ah, moi, je ferais juste 3 jours. Ah, moi, je ferais juste 4 jours. Ah, moi, je ferais pas le 10 jours. Je ferais juste 3 jours, 4 jours, juste pour voir. Non. Pour ça qu'ils veulent pas qu'on fasse. C'est ça, là, c'est ça. Pour entrer dans le Vipassana, il faut que tu commences par le bout le plus difficile, on dirait, le plus tough, le 10 jours. Le 10 jours en silence, à faire la méditation toute la journée, pendant 10 heures par jour, pendant 10 jours. Puis là, parle-moi donc un peu de ça, là, quand t'arrives là-bas, là. Donc, what's going on? Effectivement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, premièrement, il faut que tu te prépares. Moi, je suis allé là parce que je ne savais pas à quoi je m'attendais. Puis je me disais, fort probablement, tu sais, tout le monde a déjà fait de la méditation et s'en va à Vipassana. Non. La majorité des gens qui vont à Vipassana n'ont jamais médité de leur vie. Donc, il faut comprendre ça. La majorité des gens arrivent là, sont nouveaux par rapport à ça. Ils n'ont jamais médité. C'est de la méditation guidée, c'est un professeur, et il faut le dire, là, Vipassana, c'est 10 jours avec un professeur et des assistants professeurs, et tu suis des cours de méditation, c'est vraiment ça, tu suis 10 jours de cours avec un professeur toute la journée. Je pensais que tu avais un enseignement de 5 minutes, mettons, au début. Ah oui! Puis après ça, il te laisse comme des heures sur cet enseignement-là. Absolument. Okay. Le prof va te dire une chose, tu dois te concentrer sur une chose durant la journée et on se concentre là-dessus. Mais il va être avec toi tout le long. Il va être avec toi toute la journée. Au besoin. Exactement. Puis il va te redire quoi faire, il va te redire quoi faire, il va te redire parce que, tu sais, c'est bien beau, il aura beau te le dire en matinée, il faut qu'il te maintienne l'idée. Il faut qu'il te le répète pour que ça puisse rentrer. Fait que c'est ça, t'arrives là, bon, première fois que tu te prépares, faut que tu prépares 10 jours, ou en fait, je dirais même 11 jours de linge, parce que là-bas, ils n'ont pas tant de trucs de lessive, tu sais, fait que c'est 10 paires de t-shirts, 10 paires de bobettes, 10 paires de bas. 10 de tout. Faut que tu apportes des vêtements souples, amples, de méditation, qui sont pas distrayants, qui sont pas serrés, parce que tu vas t'asseoir quand même à terre
en méditation pendant 10 heures par jour. Faut que tu sois confortable. Faut que tu sois vraiment confortable. Là. Fait que faut que tu t'habilles en mou. Oui, c'est ça. T'as pas le choix. Mais ça, là, moi, ça m'intrigue parce que c'est quasiment une peur, entre guillemets. Je médite. Tu sais, là, j'ai fait la semaine passée, j'ai médité, j'ai pris une semaine de vacances, entre guillemets. Puis j'ai été 2 jours avec mes enfants, puis 3 jours que j'ai médité principalement chez nous. Oui. Puis calvaire, ça fait mal, là. J'ai mal partout, man. D'être assis, que je sois d'un divan à terre sur une chaise, là. J'ai mal au dos, mal au cul, mal dans le cou. Mais 10 heures, 10 jours. 10 jours, exactement. T'arrives là-bas, puis je te jure, après les 10 minutes, les 10 premières minutes, t'as mal partout. C'est sûr. J'arriverai pas à toffer 10 jours. Voyons donc, j'ai mal après 10 jours. Ça n'a pas de sens. Mais c'est l'exercice que tu décides de faire et je peux te garantir que tu peux passer à travers 10 jours. C'est juste, initialement, oui, ça te fait sursauter. T'es un peu... ça te surprend, tu te dis j'arriverai jamais, mais non, tu peux passer à travers sans problème. Mais tu arrives avec tes 11 paires de bottes, ton paire de t-shirts, et quand tu arrives là-bas, ils t'accueillent avec genre du pain de maïs puis une espèce de soupe de lentilles parce qu'évidemment tout est végétarien, fait que les protéines c'est des protéines végétales, fait que tu vas manger beaucoup de lentilles, je tiens à le dire. Ça va péter. Oui, c'est ça. Ça va avec. Ça va avec, c'est normal. Mais c'est très bon, la nourriture est très très bonne. Et là ils t'accueillent puis là ben ils te redemandent parce qu'ils te le demandent quelques fois avant que tu arrives à Montebello. Est-ce que tu consens à venir passer 10 jours et à faire l'exercice au complet, de ne pas le faire à moitié, de rester là jusqu'à la fin? Il faut que tu dises oui une couple de fois, là, tu sais, et qu'ils te redemandent pour genre la 5e fois ton consentement, une fois que tu arrives là-bas, avec 80 gars qui sont là, 90 gars peut-être qu'il y a, parce que les gars et les femmes les hommes et les femmes sont séparés. Donc, je savais pas ça. Ouais, 80-90 hommes, 80-90 femmes séparés. Et on va tous ensemble faire 10 jours de méditation. Il n'y a personne qui arrive en mi-parcours. On le fait au complet d'un coup. Et je comprends pourquoi ils décident de faire ça. C'est que tu fais quelque chose il y a quelque chose de très... C'est une communion. Tu le fais tout le monde ensemble, comme ça. Tout le monde passe à travers. Parce que c'est abrasif, là, cet exercice-là. Tout le monde passe à travers en même temps, puis on est très solidaires, toute la gang, même si on se parle pas, même si on ne se regarde pas, parce qu'il y a plusieurs règlements. Tu peux pas parler aux autres, tu peux pas regarder les autres. Il y a pas d'alcool, de cigarettes. On enlève les rites religieux, peu importe le rite religieux. On pratique pas notre rite religieux. Pas d'activité sexuelle, évidemment. Tu portes des vêtements qui sont souples, amples, pas distrayants. Tu travailles sur toi. On prend pas des vacances quand on va à Vipassana. On travaille sur nous. Et le but, c'est de recentrer notre tête. De recentrer. Et c'est ça, moi je le dis tout le temps, comme ce terme-là, c'est une recalibration de ton cerveau. C'est-à-dire que tu t'en vas chez le médecin de famille pour faire un check-up de ton corps, tu vas à Vipassana pour faire un check-up de ta tête. Donc, tu t'en vas faire une recalibration de ta tête et de te recentrer. Donc, oui, tu pars là, puis on part. Les méditations, fait que la journée même que tu arrives, tu fais une première méditation. Et là, comment ça se passe? Les méditations, premièrement, il faut comprendre que Vipassana à Montebello, c'est un centre c'est une ancienne école privée. Alors, les hommes, du moins, parce que les femmes, je ne sais pas, mais au moins pour les gars, c'est dans un centre de danse, un grand centre de danse, où est-ce qu'on est tous là, les 80-90 hommes de toutes les années, parce qu'il y a du monde qui sont là beaucoup pour la première fois, mais il y en a aussi qui reviennent pour une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Et là, la première chose que tu dois faire, c'est savoir comment tu vas être confortable à terre. Fait que là, tu as une place qui t'est assignée avec une espèce de un grand tapis et ton nom. Et là, ben, tu places des coussins pour t'asseoir, pour être confortable. Tu t'assois à terre, les jambes croisées, et là, ben, t'essayes de te concentrer sur ta respiration et tu fais ça pendant 1 heure de temps. Et comme tu m'as dit tout à l'heure, la première fois, après 10 minutes... tu commences à avoir mal, ça commence à te faire mal partout, que tu comprends pas. Mais, et qu'est-ce qui te garde là? C'est l'effet d'entraînement que tout le monde est là. Ouais, c'est ça. Et en même temps. Fait que quand tu te fermes les yeux, tu te concentres sur ta respiration, là, t'as mal, t'es pas bien, là, tu relèves tes yeux, puis là, tu vois 90 autres hommes qui sont concentrés, qui bougent pas, dans le silence.
ça te pousse à revenir. Ouais, je vais continuer. T'es capable de le toffer. C'est ça, là. T'es capable. Ben, pis t'as pas le droit de te coucher. Il y a du monde qui vont se coucher des fois parce que pour des raisons, soit des fois c'est qu'ils sont vraiment trop fatigués puis c'est correct, mais je te dirais la majorité du monde ne se couche pas. En fait, j'ai vu quelques fois des hommes s'allonger pour mais c'est possible. Mais c'est possible, exactement. Tu peux t'asseoir aussi sur une chaise. Si jamais pour une condition de santé, tu ne peux pas t'asseoir à terre, ils peuvent te réserver une chaise. Moi, par exemple, je sais que je pouvais m'asseoir à terre sans problème, mais mon dos, il penchait toujours vers l'avant. Ouais. J'étais tout le temps penché vers l'avant. Donc, à un moment donné, après un certain moment, j'ai parlé au prof après, je pense, 4... Parce que, oui, c'est vrai, tu peux parler, mais tu peux parler, tu chuchotes. Et c'est pour faire des demandes. Sinon, tu parles pas. Fait que tu parles pas toute la journée, mais si tu as des questions, tu sais, il y a des assistants profs qui sont là. C'est dur de parler à un professeur si tu peux pas parler. C'est ça, là. Exact. Fait que tu parles, mais tu chuchotes, puis tu lui fais ses demandes. Fait que moi, je lui ai demandé, est-ce que vous avez quelque chose pour le dos? Puis bon, il est anglophone, mais il parle aussi français. Il fait la méditation en français et en anglais. Il m'a demandé, do you want a backrest? Un backrest, un appui dos. Ouais. Fait que là, je lui ai demandé, oui, effectivement. Fait que j'ai eu un appui dos. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que j'avais un appui dos avec des coussins. J'étais capable de pouvoir m'asseoir. Et là, je te disais que la première journée, après 10 minutes, ça fait mal, t'es pas bien, pis tout. Mais après quelques jours, t'es capable de t'asseour 1 heure sans bouger. Sans problème. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est bizarre. Vite, c'est bizarre à dire, là, mais tu t'étonnes. Tu fais, mon Dieu, gigotais tout le temps. J'aurais jamais pu croire que je pourrais rester de glace, pas bouger, rester fixe. Mais tu peux rester fixe, tu peux le faire. Alors, c'est juste une question de le faire et le refaire et le refaire et le refaire. Tu sais, à chaque heure, tu vas faire de la méditation. À chaque heure, tu repars. Il faut vraiment voir ça comme des cours. Donc, après 1 heure, 1 heure et quart, on va avoir une pause. Et là, on a 10-15 minutes pour pouvoir se reposer les jambes, pour pouvoir se lever, marcher un peu. Ah, OK, délier, tout ça. Et après ça, on se rassoit et on remédite. Et ça repart. Et c'est de même. C'est intense, mais c'est de même pendant des jours. Mais dans mon esprit, je voyais ça comme 10 heures. Il te parle 5 minutes, là, puis il te crisse là 10 heures. Arrange-toi. T'es assis, tu bouges pas 10 heures. Non. Et au moins, tu te dégourdis. Tu dégourdis les jambes. Je vais te donner un peu l'horaire, à quoi ça ressemble. Donc, tu te lèves à 4 heures le matin. Ouais. Première chose, 4 heures le matin. Ça réveille. Ouais. Tu te réveilles par un gong, ce qui est très drôle parce que je travaille pour un show qui s'appelle le Gong Show. Donc, ça me faisait tout le temps rire à chaque matin. Je me réveillais et j'entendais un gong. À 4h30, tu es dans la salle de méditation. Tu médites jusqu'à 6h30. À 6h30, c'est le déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange? C'est sa question. Qu'est-ce qu'on mange? À tous les matins, du gruau avec un petit confit de fruits chauds, qui est vraiment très bon. Des toasts, café, thé, tisane. Ça se boit très, très bien. Ça se mange très, très bien. Et c'est le même pendant 10 jours avec des fruits. Donc, 6h30 jusqu'à, si je me rappelle bien, 8h. À 8h, ça repart, méditation, jusqu'à 11h. Donc, 3 heures de méditation. À 11h, c'est le dîner. Qu'est-ce qu'on mange? Encore une fois, c'est tout ce qui est protéines végétales. Donc, on parle de trucs à base de lentilles, des salades, des soupes de lentilles, des chilis de lentilles. Il va y avoir... il n'y a pas de viande. Donc, des soupes, des plats à base de légumes, beaucoup de riz. Il y a beaucoup, beaucoup de riz. Et puis, tu manges ça pendant 10 jours. Et c'est très varié. Les plats sont très variés. Il n'y a pas beaucoup de sucre. Je pense qu'au total, il y a 3 desserts qui font au total. Ah ouais, il y a des desserts. Il y a des petits desserts, mais c'est 3 petits desserts. Il y avait un carré aux dattes qui est tellement bon. Ils ont fait un pain aux bananes à un moment donné qui est tellement bon. Puis des espèces de biscuits coconut qui sont écœurants. Je te jure que parce qu'il n'y a justement pas de dessert. Tu sais, quand t'as un dessert, il est bon. Tu profites, il est bon. Puis t'es en pleine conscience depuis longtemps. Oui. C'est encore meilleur. Et tu manges en silence. Ta tête est comme concentrée sur toi. Tu regardes pas nulle part. Tu regardes pas personne. Tu es concentré sur toi tout le long. Tu regardes nulle part ailleurs. Donc, t'es là juste à te concentrer sur toi, à travailler sur toi pendant 10 jours. Donc, c'est comme ça. Et après ça, tu médites à 13h. Donc, tu manges 11h, 13h. Donc, il y a une petite période de repos. Tu peux dormir entre-temps. Je veux dire, ta chambre, tu peux aller rejoindre ton lit et aller dormir un petit moment si tu veux dormir. Après ça, de 13h jusqu'à 17h, tu médites.
17 heures collation, ça c'est pour les premières années. Les deuxièmes jusqu'en montant, ceux qui sont revenus, ils reviennent une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Eux autres n'ont pas accès à la collation. La collation, c'est toujours la même chose. Ouais. Banane, pomme, orange. Toujours la même collation, toujours les mêmes fruits. C'est bien correct. Un bon classique. Je te jure que, tu sais, je parlais souvent des plats au monde. Le monde était comme, ça va être ordinaire, c'est pas, il y a rien de... Je suis comme, hey, pour vrai, là, t'as vraiment juste besoin de ça dans la vie. Oui, c'est ça. T'as pas besoin de Quand t'es dans ce vibe-là, manger simplement, c'est bon. Ouais, mais c'est meilleur. Puis, je veux dire, j'en parlais avec du monde, qui l'ont fait. Je suis comme, au bout du jour 7, 8, 9, là, tu dis tout le temps la même chose dans ta tête, parce que tout le temps, je veux dire, tout le monde avec qui je parlais, ils se sont dit la même chose. Hey, je pourrais vivre de même. Je pourrais avoir cette vie-là. Je pourrais avoir ce rythme de vie-là, cette tranquillité-là, et cette manière de manger-là. Parce que c'est sain, c'est bon pour la santé. Oui, ouais. Tu t'enlèves tes toxines de ta tête, tu t'enlèves des toxines de ton corps, t'es juste mieux. Fait que c'est juste c'est vraiment tu te sors des mauvaises choses. Fait que c'est ça, tu manges ça, puis bon, après ça, de 17h jusqu'à 18h, 18h, tu médites jusqu'à 19h. À 19h, il y a un speech, un discours venant du SN Ganka, qui est celui qui, on pourrait dire, a popularisé depuis les années 90 Vipassana. Okay. Vipassana, il faut comprendre, je pense que ça existe depuis 1500 ans. C'est une méditation qui est partie, qui est revenue, qui est repartie, qui est revenue. Puis lui, depuis les années 90, a établi des centres partout dans le monde. Oh, ouais, nice. Donc, c'est lui qui parle de leçons de vie. Mais il n'est pas là en live. Il n'est pas là en live. Non, c'est ça. Je sais pas comment il fait pour être à 100 places en même temps. Il n'est pas là en live. Il enregistre en fait un discours qu'on écoute. Ouais. Et c'est un discours différent par jour pendant 1 heure par jour. Et il explique... quand même. Des histoires et il raconte ça de manière très imagée. Pourquoi tu as médité aujourd'hui? Parce que j'ai pas d'expliquer un peu c'est quoi la méditation, c'est que tu te concentres sur quoi, mais à chaque jour, il parle de t'as médité là-dessus, mais je vais t'expliquer pourquoi tu as médité là-dessus et il t'explique, il te raconte des histoires, il dit pourquoi tu fais ça, puis à quel point c'est bénéfique pour toi. Avant qu'on aille dans plus de détails, non, ce n'est pas une secte. Ouais. Mon père s'amusait à me dire, c'est une secte. Ben non, oui, il y a un gars qui te parle à 1 heure par jour pour te dire comment c'est bon. C'est une secte. Non, c'est pas une secte. Ouais, c'est religieux. C'est pas religieux, c'est spirituel. C'est pas pareil. Non, c'est ça. Faut dissocier ça. Il faut vraiment comme le répéter plusieurs fois parce que d'un point de vue extérieur, c'est vrai que ça peut paraître comme une secte. Moi, je suis un gars, je vais le dire, je suis athée. J'ai aucun problème à le dire. J'étais athée avant. Maintenant, je suis athée aujourd'hui. Ça n'a aucun rapport. Je suis. Tu donnes pas tout ton argent à Vipassana. Non, mais à la fin, tu peux donner ton argent parce que, tu sais, ça coûte rien, Vipassana, initialement. Hein? Non. Ça, je savais pas. Ça marche sur des donations uniquement. Tu ouais. donnes ce que tu peux. Oui, mais là, ça, c'est pas pareil. Je veux dire, ils te prennent pas encore pendant 10 ans ton salaire. Non. tu donnes un montant après avoir fait. Je savais pas ça. Tu sais, il y a du monde qui sort de là qui donne 500 $, puis il y en a du monde qui ont 10 000 puis qui donnent 10 000. Ouais, c'est ça. Puis, pour vrai, pour l'exercice que c'est, là, je veux dire, t'as des retraites qui vont te demander, des retraites de comme 4, 5, 6, 7 jours qui vont te demander 5, 6, 7, 8 000 $. Ben oui. Ça vaut beaucoup plus, puis ils te demandent, tu sais, rien. Tu y vas selon le salaire que tu fais, tu sais. Ouais. Fait que, c'est assez cool de penser comme ça. Fait que, voilà, alors au début, comment ça marche? Ben, c'est qu'il t'initie à la méditation la première journée. Donc, il te demande de te concentrer sur ta respiration. Donc, sur l'air qui rentre et qui sort de ton nez. Et il te demande de méditer là-dessus pendant 10 heures. OK, fait que tu as une thématique, mettons, en guillemets. Et là, le lendemain, ils te disent, bon, ben parfait, je demande, maintenant tu t'es concentré sur l'air, concentre-toi sur l'intérieur de ta narine ou l'air qui passe à travers le rebord de ta narine. Et là, tu te concentres là-dessus pendant 10 heures. Et là, le lendemain, c'est OK, maintenant, tu t'es concentré sur l'air, sur la narine. Maintenant, concentre-toi sur l'énergie en tant que telle de l'air qui rentre et qui sort de ta narine. Et tu te concentres même pendant 10 heures. Et là, le jour 4 arrive et là, ça devient Vipassana. Tu fais, non, attends, pendant 3 jours, c'était pas Vipassana. Non. Pendant 3 jours, ce qu'il faisait, c'est juste initier à la méditation. Ouais, c'est ça. Juste que tu te conditionnes à te concentrer longtemps sur quelque chose. Parce que tu médites, là. Tu médites pendant 1 heure, là. Tu vas te concentrer vraiment sur ta respiration, sur ce que tu as besoin de te concentrer pendant 5 minutes, 7 minutes peut-être, sur 1 heure.
peut-être, là, si t'es capable de te concentrer. Ouais, puis même quand t'es là-bas à Vipassana, c'est sûr, tu pars ailleurs. Tu pars ailleurs continuellement. Oui, c'est sûr. Exactement. Mais, tu sais, tu pars de loin, là. Tu pars d'un monde où est-ce que tu es constamment sollicité par la lumière, le bruit, les interactions avec les autres. Là, ce qu'on te demande, c'est de concentrer son cerveau sur toi. Tu pars de loin. Fait que là, pendant la première journée, tu peux te concentrer pendant 5 minutes sur 1 heure. Puis le lendemain, tu peux te concentrer pendant 6 minutes, 7 minutes sur 1 heure. Parce que tu te concentres pendant 10 heures de temps par jour. Fait que t'entres tranquillement ton cerveau. Fait que là, tu t'étonnes après 4 jours, 5 jours, tu te dis, hey, je suis capable de me concentrer pendant, pour vrai, 12 minutes sur 1 heure. C'est beaucoup. Là, je partais de 5 il y a 4 jours. Maintenant, je suis rendu à 12. Puis là, rendu au jour 8, 9, là, t'es rendu à 20 minutes par heure. Fait que là, tu fais, hey, wow, OK. Qu'est-ce qui se passe avec mon corps? J'ai plus mal nulle part. J'avais mal la première journée. Je n'ai plus mal maintenant. Tu sais, je sentais mon épaule. Moi, mon épaule, c'était mon épaule que je sentais, là. Je sentais mon épaule se détacher. Je sentais mon épaule se détacher. J'avais mal à mon épaule. Puis après 2-3 jours, j'avais plus mal à mon épaule. Mais tu penses, c'est-tu parce que tu te relâches tellement, puis on n'est pas habitué, on est habitué d'être stiff puis un peu pas stressé, mais tu vas vite, puis il y a plein d'affaires à faire, que là, t'es juste... En fait, c'est pas un relâchement, mais c'est une conscience de tes problèmes de partout. Corps. Oui, parce que là, c'est ça. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que ce qu'ils disent, c'est bon, à place de réagir par rapport à tes problèmes et tes bobos, observe tes problèmes et tes bobos. Vis à travers tes problèmes et tes bobos. Ne les répresse pas, vis-les. Donc, ça te gratte. Ça te gratte au pied, mettons. T'es assis, là, ça te gratte au pied. T'as le goût de te gratter, là? Gratte-toi pas. Mais observe que ça te chatouille. Tu fais ça? Ouais. Puis tu fais ça, là. Puis fais ça pour ta jambe. Puis fais ça pour ton torse. Fais ça pour ta tête. Puis peut-être qu'il y a des parties de ton corps que tu ressens pas. Mettons ton visage. Tu sens pas que ça chatouille, mettons, ton visage. Mais concentre-toi sur ton visage. À un moment donné, tu vas finir par sentir quelque chose. Ouais. Oh, une partie de ta joue qui chauffe ou qui chatouille ou quoi que ce soit. OK, parfait. Tu le sens, tu le vis, tu le vois, parfait. Puis là, il te demande de faire ça pour tout ton corps. Fait qu'à force d'être pleinement conscient de toutes les parties de ton corps, ben, il n'y a plus rien qui te fait mal. Il n'y a plus rien qui... Ou en fait, du moins, c'est le sentiment que tu reçois parce que tu es pleinement conscient de tout ton corps. Et là, c'est magnifique parce que ça devient très intense. Et là, tu deviens dans une... Tu sens que c'est ça. Tu n'as jamais été aussi conscient de ton corps qu'à Vipassana, justement. Et ça, c'est magnifique. Fait que ouais, c'est ça. Ouais, puis t'as-tu trouvé ça bien dur d'être observateur, justement, de tes douleurs, de ce que tu sens? Non, parce que j'avais déjà fait 1 an et demi de méditation auparavant. Donc, j'étais très conscient de la méditation pleine conscience. Mais ça, c'est plus la méditation pleine conscience, c'est vraiment Vipassana. Il y a une philosophie que j'aime beaucoup, c'est les décisions que tu prends dans ta vie, ça ne devrait pas être basé sur des envies, mais beaucoup plus sur qui devrait être s'en aller vers une forme de bonheur. Donc, prendre des décisions éclairées, prendre les bonnes décisions, ça devrait t'amener plus vers du bonheur que vers des envies. Pourquoi? Parce que des envies, ça t'amène vers la souffrance. Alors, par exemple, je sais pas, je dois finir un dossier, mais j'ai des amis avec qui je voudrais prendre une bière avec. Ben, je devrais finir mon dossier. Je devrais pas aller prendre une bière parce que après ça, tu es avec tes amis, tu prends une bière, là, tu penses à ce que tu aurais dû faire. Oui, là, ben, ça t'amène l'anxiété, puis ça t'amène la souffrance. Puis, ben, le but du Vipassana, c'est d'enlever justement cette espèce d'anxiété-là en étant pleinement conscient de ce que tu fais, puis aussi, ultimement, des décisions et des choix que tu fais dans ta vie. Ça te permet aussi d'être beaucoup, et c'est là que Charles, je reviens sur le speech que Charles m'avait parlé, dis-moi, j'étais beaucoup, ça m'a amené une certaine perspective, Vipassana. Ça t'amène aussi, tu deviens compatissant, tu deviens reconnaissant beaucoup des choses de la vie. Tu te contentes de peu. Tu n'as pas besoin de grand-chose dans la vie. Tu apprécies beaucoup plus les choses. Parce que, justement, tu es beaucoup plus conscient de tout et il y a beaucoup moins de choses qui t'affectent parce que, justement, par exemple, quand tu vois quelqu'un qui va te crier après pour X ou Y raison, tu vas être beaucoup plus en mode observation qu'en mode réaction. Tu vas le voir et tu vas faire OK,
il fait présentement de la projection. Il miroite que lui, dans sa vie, ça va peut-être pas bien, ou peut-être qu'il est stressé, ou quoi que ce soit, puis il le projette sur moi, puis il le fait sur moi. Fait que t'es plus dans le mode de te braquer ou de te défendre, tu fais juste l'observer, puis tu deviens compatissant. Puis là, tu commences à comprendre pourquoi les bouddhistes réagissent comme ils réagissent. Tu commences à comprendre pourquoi ils ont l'air de pas... Ils ont l'air de pas rien faire par rapport à quoi que ce soit, mais non, dans le fond, c'est qu'ils sont très, très conscients de ce qui se passe, mais ils sont capables de l'accueillir. De détacher. Puis, je vais faire une nuance, là. Ne pas réagir, ça veut pas non plus dire ne pas se respecter. Si, mettons, tu es dans une situation qui n'est pas bonne pour toi, tu peux faire le choix de t'en aller par rapport à ça. Mais de réagir d'une manière enragée ou avec une certaine hargne que tu aurais peut-être initialement, tu aurais moins cette tendance à prendre cette tangente-là. Tu irais beaucoup plus vers le « Hey, c'est pas une situation dans laquelle je suis à l'aise, c'est pas une situation qui est bonne pour moi, je vais me retirer. » Puis tu sais, ça veut dire ça, ça veut dire agir, mais agir d'une manière qui est beaucoup plus bienveillante pour toi, ultimement. Puis c'est-tu, mettons, le plus grand enseignement que tu sors de là, c'est-tu ça ou c'est autre chose? Le plus grand enseignement que j'ai retenu de ça, c'est que tout est constamment changement. Et ça, ils disent au bout du cours la journée 7e. Ils le disent en anglais, mais c'est « This shall pass too ». Tout est en continuellement changement parce qu'on est des atomes qui bougent constamment. C'est pas concret, on est tous des atomes, mais on est... Et tout change constamment autour de nous. Il faut être pleinement conscient de ça et ne rien s'accrocher à quoi que ce soit parce que tout va changer éventuellement. Et d'avoir ces pensées-là, ça nous permet d'être beaucoup plus en paix avec tout ce qui se passe autour de nous, dans notre vie personnelle, aussi dans le point de vue extérieur. Tout change continuellement, puis c'est ça, ça t'apporte ça. Fait que ça, c'est ce que j'ai apporté. J'ai appris le plus, mais aussi revenir sur le fait que tu dois prendre des décisions basées sur ce qui va t'amener du bonheur et non du désir, ou basées sur de l'envie ou du désir. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué, je te dis. Ouais, puis c'est parce que, tu sais, mettons, on prend ton exemple de tantôt, c'est quand même, c'est touché de dire, si je finis mon dossier, j'ai pas le plaisir ou le bonheur d'aller avec des amis. Ouais. Puis d'un autre côté, je finis pas le dossier, ça se peut que je pense juste à ça, puis là, ou demain, il va falloir que je le finisse, il va être un peu en retard, je vais être un peu rushé. Ouais. Naviguer en ça... définitivement, mais il faut dire aussi que tu deviens aussi bienveillant en général dans ta vie. Donc, oui, ce dossier-là, tu vas le finir, mais finalement, ça va donner plus de temps, puis tu vas prendre un autre moment avec ton ami, ultimement. Ouais. Mais tu n'auras plus l'anxiété de si tu n'avais pas fait le dossier à la base, puis si tu avais décidé de ne pas reporter ça. Là, tu le fais là. Puis là, après ça, tu peux dire à ton ami, hey, la bière avec toi, finalement, je vais apprendre demain ou une autre journée que toi, tu es libre. Puis ça fait en sorte que tu as fait avancer beaucoup plus de choses dans ta vie, professionnellement. Ça enlève énormément d'anxiété. Moi, évidemment, tu ressors de là reposé. Tu y vas pas là pour te reposer. Tu y vas pas là avec cette optique-là. Tu y vas avec l'optique de « je vais travailler sur moi ». Mais un des bienfaits, c'est que tu ressors de là très reposé. Et ça enlève... C'est comme quand une petite bouteille d'activant, tu n'as plus d'anxiété, là. Tu deviens très rationnel. Tu deviens très focus sur ce que tu as besoin de faire. Toute je dirais la bullshit de stress qui tourne autour des trucs que tu as besoin de faire, elle s'en va. Oui, ça va prendre encore du temps. J'ai encore beaucoup de choses à faire, mais je sais où est-ce que je dois m'en aller, puis je vais y aller étape par étape, puis je vais le faire une chose à la fois, puis je sens pas l'anxiété autour de moi. Ouais, c'est ça qui est quand même fou. L'anxiété, le stress, peu importe, c'est nous qui se crée ça. Oui. Il est pas là, ça n'existe pas, mais on se met tellement une charge de dire oui, il faut que ça soit fait, il faut que si les deadlines, les ci, les Absolument. ça, que ça doit être ça quand tu sors de là après 10 jours, t'as pas de téléphone, t'as personne à qui parler. Tout ça n'existe plus. Là. C'est hey, mon deadline, il est-tu si important, toi puis moi? Il l'est pas! C'est pas tant grave. Je le connais, là. Je le connais pas, ton deadline, mais je le sais qu'il l'est. Oui, non, c'est sûr que non. Là. Puis, c'est vrai que c'est drôle que tu parles de ça. Mais il faut quand même que je parle aussi des moments de crise, parce que t'as envie des moments de crise. Ah, oui. Ça, c'est ce que j'ai attendu de tout le monde qui ont fait Vipassana. C'est attention aux moments de crise que tu vas vivre autour du jour. Puis le monde me disait des journées différentes, mais tu sais, jour 1, jour 3, jour 5, jour 6. Autour de ça, jour 3 et 4. J'entendais souvent ça. Jour 3 et 4, tu vas vivre des moments de crise. J'avais aucune idée de quoi il parlait. Les moments de crise. T'es dans un environnement bienveillant. T'es dans un environnement sécuritaire. T'es habillé en mou. Tu manges bien. Tu parles pas à personne. Personne te parle.
il n'a pas de problème, là. Ça va bien, là. Mais tu te mets à avoir des crises dans ta tête. Et ta tête te dit... Ta tête n'est pas habituée d'être dans un environnement aussi slow, aussi lent, aussi calme. Et ta tête va paniquer. Ta tête qui est obsédée par voir des écrans, par le bruit, par la lumière qui est tout le temps, par les gens, par tout. Il n'est pas habitué de ça. Fait que là, il capote. Là. Fait qu'il est en mode défense. Et là, tu veux t'en aller. C'est pas compliqué. T'as un moment de crise, pendant 15 minutes, c'est comme, je veux m'en aller, je m'en vais, je pars là. C'est fini, je m'en vais. Je suis pas bien, je sais pas pourquoi je suis pas bien. Parce que tout m'aide à être bien, mais je suis pas bien. Tout le temps. OK, c'est pas nécessairement physiquement. Non, c'est entièrement mentalement. C'est mentalement, OK. Il y a rien physiquement qui te donne du mal là-bas. Il y a rien qui te fait du mal. Je veux dire, tu manges bien, tu prends des marches, t'es dans la nature, t'es bien. Mais moi, tu vois, je pensais que ces moments de crise-là, si à un moment donné, t'es tellement mal, t'es tanné d'être assis, t'es comme, t'es mal dans le dos, mal par-ci, mal par-là. Tu peux t'asseoir 10 heures par jour pendant 10 jours. Ouais. Tu peux tout à fait le faire, sans problème. Okay. Sans aucun problème. Okay. Ouais. Puis tu sais, tu manges moins aussi, là. Tu manges 2 repas par jour à la place de 3. Puis tu dors quoi? 6 heures, 6,5 heures peut-être par nuit, mais tu dépenses pas tant d'énergie. Là. Ouais, faut le dire, là, tu t'assois pendant 10 heures par jour, tu bouges pas beaucoup. Là. Puis tu concentres ta tête seulement sur toi. Fait que tout va bien. Mais ta tête, après 3-4 jours, fait comme, hey, je suis pas bien, je veux m'en aller. Tu es en train de manger ton déjeuner. Tu fais, hey, c'est vraiment ça, ma vie? Je suis en train de vraiment faire ça. Pourquoi je fais ça? Et à chaque fois, je me raccrochais tout le temps à la même chose. Les gens autour de moi qui l'ont fait, ils l'ont pas fait une fois. Ils l'ont fait 2 fois, 3 fois, 4 fois. Rachel l'a fait 7 fois. Puis je pensais à eux. Puis je fais, s'ils sont allés plus qu'une fois, il y a une raison. Non. Tu vas vraiment quitter après 4 jours, là, après ta première fois, là? Tu es capable de le toffer. Tu es capable. C'est un moment de crise interne que tu es en train de vivre avec ta tête, là. Tu le vis pendant 15 minutes, puis t'es pas bien. T'es vraiment, je te jure. J'ai jamais vécu un moment de crise de même mentale dans ma tête de ma vie. Oh, ouais. Je te le jure. C'est comme une crise d'angoisse? C'est une crise d'angoisse, ouais. Ouais, okay. Mais c'est très indescriptible. Genre, c'est très, très unique parce que ce que tu le vis là, t'as rien vécu de même auparavant parce que c'est tout d'un coup ton cerveau qui est tout le temps sollicité. Il dit... Là, t'es pas assez sollicité. Je suis pas habitué à ce rythme de vie-là. Je suis pas habitué à cette non-sollicitation-là de mon cerveau. Autant je panique, je suis pas bien. Et c'est ton cerveau qui te parle pendant 15 minutes. Et là, tu le vis. Et tu le vis quelques fois. Tu le vis quelques fois durant le séjour. Mais c'est toujours les premières journées. Moi, je l'ai vécu au moment à la journée 1, la journée 3 et la journée 5. J'ai fait des corrélations. Je me suis rendu compte que les veilles, je dormais pas bien. Donc, j'étais très fatigué. Okay. J'imagine que la fatigue a dû influencer sur justement ces moments de crise-là. Faut dire aussi que tu te couches à 9h le soir et que tu te lèves à 4h le matin. Si tu n'as pas cet horaire-là, ce rythme-là... Toi, tu as l'horaire contraire, d'habitude. Complètement, exact. Moi, je travaille la nuit, tu le sais. Je suis un réalisateur, je travaille très tard le soir. Fait j'ai pas ça. Fait que, la première journée, j'ai dormi une demi-heure peut-être. Complètement fucké. Faut que je le revire de bord, tu sais. Fait que faut que j'habitue ça. D'ailleurs, les gens qui veulent faire Vipassana, habituez-vous à vous coucher plus tôt, peut-être la veille, les veilles, pour essayer de vous coucher comme à 9h le soir, parce que vraiment, là... c'est ça l'avantage avec les enfants. Moi, mon beat de vie, c'est ça. C'est bon, je me lève à 4-5 heures, puis je me couche à 9h. Tu te couches à 9h, c'est parfait, ça. C'est bon, ça. Fait que, oui, dans le fond, tu serais un bon cobaye. Oui, c'est ça. Tu serais un bon cobaye. Ouais, fait qu'il y a ça. Ouais, OK. Puis, fait que les moments de crise, il faut que tu les vives, mais... Je comprends maintenant pourquoi tu fais 10 jours puis tu fais pas un petit 4 jours pour commencer. Ouais. Non, il faut que tu le vives, le moment de crise. Il faut que tu vives pleinement ces moments-là très difficiles que tu dois passer à travers pour après ça comprendre. Parce qu'après ça, tu fais « Ah, là, t'apprécies. » puis tout. J'ai toujours une analogie à propos de ce que c'est Vipassana, c'est que tu montes dans un avion puis tu passes à travers des gros nuages gris puis il y a des turbulences. C'est ça pendant les, mettons, je sais pas, là, 4-5 jours, 6 jours. Puis là, tu passes à travers ce gris-là, puis il y a de l'incertitude, puis c'est pas où est-ce que tu t'en vas, puis l'avion, il monte, puis à un moment donné, il passe les nuages, puis là, il est rendu dans le ciel. Puis là, c'est calme, c'est doux, puis c'est bleu, puis c'est le ciel, puis t'es bien. Puis là, tu fais, OK. Fait que là, t'as comme je dirais pas un moment d'illumination, parce que ça fait très, très ésotérique, puis je suis pas personnellement dans je ne crois pas personnellement à cela, mais c'est vrai que ça fait un peu une illumination, ça fait comme OK, après ce moment de crise-là, de sollicitation de ton cerveau qui est pas bien puis qui fait des crises, là, il est
beaucoup mieux. Puis là, il est bien dans cet environnement-là. Puis il est dans un moment c'est relax, c'est calme. Puis il se concentre sur lui. Puis il va beaucoup mieux. Puis il est capable de méditer longtemps. Puis il est capable de pouvoir faire la part des choses. Puis tu prends des reculs, puis tout. Puis comment tu fais à cette heure, là, là-bas, t'as vécu ça, c'est cool, c'est merveilleux. Oui. Mais là, tu sors, là. Ouais. Comment tu gardes ça? Ouais. Ou, tu sais, quel enseignement tu peux garder? À la fin, ils te conditionnent. Donc, la 10e journée, ils enlèvent le vœu de silence. Donc, tu peux parler après le 10e jour. Et ça, c'est très cool parce qu'ils t'amènent vers... on veut pas non plus que tu quittes puis que tu n'aies pas dit un mot. Fait que pendant, mettons, la demi-journée, puis après, tu restes 10 jours, mais tu sais, vraiment, tu restes là 11 jours. Donc, tu restes là jusqu'à la 10e journée. Tu peux parler un peu avec les gens. Puis après ça, tu vas te coucher, tu te relèves. Tu médites, tu vas déjeuner et là, tu quittes après ça. Donc, autour de 8-9 heures le matin, donc la 11e journée. Donc, moi, je le dis, là, tu sais, réservez-vous 12 jours, réservez-vous pas 10 jours, gardez ça en tête. Tu sais, mettons, une journée avant d'y aller, puis la journée d'après. Puis, ultimement, je dis, hey, réservez-vous pas 10 jours, réservez-vous 2 semaines. Comme ça, vous allez avoir un 2-3 jours peut-être d'après d'adaptation. Pour revenir à la vie. Exact. Et là, je reviens sur ce que tu me demandes, c'est comment, juste après de sortir de là, c'est que t'as l'air buzzé, là. T'as l'air d'avoir... Puis moi, j'ai pas fumé de drogue dans ma vie, mais c'est comme si t'avais été buzzé ben raide, là. Et tout va lentement. Mais le monde va vite autour de toi, mais toi, ça va slow dans ta tête, là, ça va lentement. Et pour revenir à la question que tu me demandais, est-ce qu'il y a des façons de te conditionner à continuer à être dans cet état d'esprit-là? Oui. Autour du cours, après la journée 8 ou 9 ou 10, ils disent la façon que tu continues, c'est de continuer à méditer. Et eux, ils te suggèrent fortement pour continuer à avoir ce rythme-là dans ta tête, c'est de méditer 1 heure le matin et 1 heure le soir. C'est 2 heures. Quand même. Est-ce que tu peux rentrer ça dans ton horaire? Là, c'est discutable. J'en ai parlé évidemment avec les gens. Le 10e jour, évidemment, le vœu de silence est élevé. On se parle avec les autres hommes autour de toi. Puis on se demande, on pose des questions. Comment ça a été? Comment tu l'as vécu? Hey, on l'a réussi. Tu peux-tu croire? Et tu vas-tu le faire? 2 heures de plus de méditation par jour. Puis tu sais, beaucoup de monde ont fait comme oui. Puis il y en a beaucoup qui ont fait, puis dont moi, qui a fait, moi, ça rentre pas dans ma dynamique, puis dans mon réalisme de... Moi, je travaille énormément, tu le sais. Mais je peux méditer le matin et le soir 20 minutes. Ça, je peux le voir. Ça, c'est concret, puis ça, je suis capable de le faire. Et je continue à méditer comme ça. Ah ouais? Encore? Parce que là, ça fait quoi, 1 mois et demi? Ça fait 2 mois. Je suis parti le 31 juillet et j'ai quitté je suis revenu là, comme 10-12 août. Fait que ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, ouais. Puis tu gardes encore ça. Ouais. Puis comment tu vois ta méditation? Parce que tu faisais 20 minutes avant. Ouais. Là, tu fais encore un 20 minutes puis t'en rajoutes un autre. Mais as-tu une différence dans les deux? Avant-après dans la méditation? Au niveau de la méditation, oui. Je sens une différence. Je sens que je suis beaucoup plus zen en général. Et je pense que oui, la méditation a aidé à ça, mais je pense que c'est le Vipassana c'est l'expérience en fait qui m'a fait changer comme dans mon point de vue. Puis, fait que oui, je sens cette différence-là. Puis là, bon, après ça, la question, c'est y a-tu un avant et un après? Oui, il y en a un. Parce que comme j'ai dit au début, moi, j'aime ça quand c'est concret. Puis si je vois une différence demain, vite. Faut que je vois là, comme le rouge ou le vert, le on et le off, le blanc et le noir. C'est comme, il faut que je vois une différence concrète. J'ai fait une affaire qui a vraiment changé beaucoup ma vie, c'est que avant, je commandais continuellement de la bouffe. Maintenant, je cuisine 100% à la maison. Oui, je vais chercher des fois de la bouffe, mais je vais y aller à pied puis je vais revenir. Je veux dire, ma manière de pouvoir voir la relation avec la nourriture a changé beaucoup. Puis il n'y a pas d'enseignement nécessairement face à ça. Non. C'est ça qui est fou. C'est juste arrivé. C'est juste arrivé de soi après l'avoir fait. Et je l'ai senti, c'est juste arrivé après ça. Puis oui, je suis beaucoup plus zen. Je vois toutes les choses que j'ai besoin de faire. J'ai beaucoup de choses à faire devant moi. Puis, ça me stresse pas. J'avance mieux. J'avance plus vite. Parce que justement, je me retiens plus de faire des choses. C'est littéralement quelque chose que qui a fait une énorme différence dans ma vie, à moi. Et ça m'a apporté mes outils à moi. Puis, tu sais, dans Vipassana, c'est pas des méditations guidées. Oui, c'est guidé parce que le professeur te dit quoi faire. Donc, mais une fois après ça. Une fois, oui. Donc, t'as 1 heure. T'as 1 heure pas guidé. T'es pas guidé. T'es pas toi-même. Mais au début, ils disent
étape par étape quoi faire. C'est très clair. Et après ça, ben, ils te laissent pendant 55 minutes. Puis là, ben, après 55 minutes, t'entends Ezenganka qui chante à la fin. Il chante à la fin de chacune des méditations. Et tu termines la méditation, tu te lèves, tu t'en vas dégourdir les jambes. Ça, c'est très drôle. Il y a une aire de marche. Ça me fait bien rire. Je trouvais ça tellement niaiseux. La première journée, tu t'en vas là-bas, puis tu t'en vas dans le centre de danse. Puis pour aller méditer. Puis là, tu descends, puis là, je vois, il est marqué aire de marche. Tu fais, c'est quoi? Tout. Puis dans l'aire de marche, c'est un grand gym. C'est un grand gymnase avec des abris tempo qui fait le tour, qui fait un gros carré. Et tu fais, c'est quoi ça? Puis tu te rends compte, c'est un trajet pour marcher. Dans les abris tempo. Tu fais, c'est quoi cette espèce de trajet de salle de centre d'achat vide que tu fais que tu suis un peu de manière cave. C'est bien la chose la plus niaiseuse au monde. Et le lendemain, tu comprends, tu fais « Oh, ouais, OK, j'ai besoin de marcher, j'ai besoin de faire ces petits tours en rond-là dans les abris tempo. » Puis là, t'es comme « Ah, j'ai fait 10 tours, je peux faire 12 tours le lendemain. » Fait que là, c'est comme t'es en Mais c'est sûrement pour pas que tu vois... Tu sais, que tu vois les gens. Mais non, les abris tempo, c'est vraiment juste pour faire un trajet. C'est vraiment juste pour faire un trajet en rond qui fait le tour du gymnase. Dans le milieu, ils mettent des trucs qui tu sais, le centre est en rénovation. C'est un centre de méditation qui est en rénovation. Mais vraiment, c'est juste pour comme marcher. Oui, tu vois les autres qui marchent. Tu vois quand même. Oui, tu vois les autres marcher puis tout, mais tu sais, t'es concentré sur toi. Puis c'est vraiment juste pour que tu puisses te dégourdir les jambes. Je fais vraiment, c'est pas niaiseux. OK, je comprends, là. Il y a aussi un petit sentier dehors. Fait que tu peux aller marcher dehors dans la forêt. Fait qu'il y a un petit sentier qui te permet de pouvoir marcher un peu. Ça, c'est cool. Je l'ai fait beaucoup. Tous les jours, tu vas marcher. Tu peux méditer à toute heure, pas à toute heure, mais à tout moment dans l'année. Donc, le centre est ouvert toute l'année. Donc, tu peux méditer l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. Je l'ai fait pendant une des pires semaines d'été. Je l'ai fait là, en fin juillet. C'était une canicule. C'était une canicule. C'était dégueulasse. Fait que je sais que la prochaine fois, je risque d'y aller probablement plus au printemps ou à l'automne. Un meilleur... Je le ferai l'hiver. Je n'ai pas de problème avec l'hiver. Mais ouais, il y a ça. Tu manges bien, tu médites, tu te mets à être reconnaissant pour tout. Tu ressors de là, grandi. Et à la fin, tu te poses la question, tu le referais-tu? Puis moi, la 10e journée, j'en parlais déjà aux autres. Oui, je vais le refaire. Oui, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement apporté de bienfaits à moi. J'ai eu des moments, j'entendais beaucoup de monde qui me disait les moments de crise, ça arrive beaucoup plus durant la première fois. Après ça, c'est plus facile à passer. Mais j'ai entendu aussi du monde qui l'ont fait 10 fois. Puis la 10e fois, c'était la pire fois. Fait que ça peut vraiment être n'importe quoi. Dépend de ton stade de vie, qu'est-ce que tu es en train de vivre, des situations X. À un moment donné, ça dépend de ça. Là. Mais je veux juste revenir tantôt parce que là-bas, t'as pas tant des méditations guidées, mais toi, tu me disais que t'en faisais toujours avant. Est-ce que tu fais encore des méditations guidées? J'utilise encore Headspace. Oui, j'ai utilisé encore Headspace pour... moi, c'est comme ça que je médite. Je pourrais méditer 20 minutes sans entendre rien, personne. Mais... Non, mais c'est ça, il n'y a pas mieux ou moins bon. Non, exactement. Puis il y a plein d'autres types de méditations aussi. Il y a des méditations que je voudrais expérimenter. Puis j'aimerais ça. Puis là, ben c'est ça. Il y a un centre à Montréal. Fait que je voudrais faire la méditation aussi à Montréal. Mais c'est ça. Pour les gens qui veulent le faire, Vipassana, il faut passer par Montebello. C'est un peu un passage obligé. Donc, il faut le faire au complet. Mais la 10e journée aussi, il y a un sentiment de satisfaction. Tu sais, je veux dire, quand il lève le vœu de silence à 10h le matin, c'est à 10h le matin le 10e jour, t'as des pancartes qui disent « Vous pouvez maintenant parler » tout ça. Puis là, on sort tout dehors. Puis là, c'est comme, tous les hommes sont là. Tu sais, on est tous habillés en mou comme si on sortait d'un hospice. Puis on se demande tout, puis comment t'as vécu ça? Puis on est de même un peu. Puis on est on l'a réussi, man, on l'a réussi. Puis il y a un moment très émotif parce que c'est ça, c'est ça j'ai dit au début, c'est abrasif comme exercice. Là. C'est très difficile là, de ne pas parler pendant 10 jours de temps. De te concentrer sur toi, c'est très difficile. Ouais, on dirait que tu peux pas vivre ça vraiment, sauf si tu vas là. Tu as toujours un téléphone, tu as tout le temps quelque chose. Là, Exactement. Tu n'as aucune distraction, pas de papier, pas de crayon, pas de livre, pas de... Puis, à tout le monde, j'entends tout le temps le même discours. Moi, je serais pas capable, je serais tout le temps en train de parler, ou j'aurais tout le temps le goût de regarder mon téléphone. Quand tu es là-bas, puis quand tu es dans cet environnement-là, puis quand on te conditionne
par les actions, par la manière comment on te demande de pas avoir tes trucs avec toi, de pas parler avec les autres, c'est beaucoup plus facile que tu le penses de pas parler. C'est beaucoup plus facile que tu le penses de pas avoir une tendance à regarder ton téléphone. C'est beaucoup plus facile que tu le penses à pas avoir le goût de créer ou d'écrire ou de lire c'est beaucoup plus facile que tu le penses. Parce que t'es d'un mood d'être dans l'être. Puis c'est dur au début, mais plus t'es là-dedans, plus ça devient facile. Oui, puis tu sais, au début, t'es très conscient de tous les autres autour de toi, puis c'est ça, comme tu dis, après un certain temps, ta tête et toi te dis « Ah non, t'es là pour toi. Fais-le pour toi. T'es là 10 jours de temps, concentre-toi à le faire, puis fais-le au complet, puis fais-le bien, puis fais-le au... » Tu sais, donc, quitte pas après 3 jours. Puis t'as-tu vu quand même bien du monde quitter? Il y a eu... une personne qui a quitté, puis je pense que c'était même pas à cause de... C'était à cause d'une raison que je sais pas, là. Mais ça, c'est drôle. J'en parlais beaucoup avec le monde à la 10e journée, puis le monde me disait tout le temps « Hey, jour 2, je m'en allais, là. Hey, jour 3, moi, j'allais quitter la soirée, là. Hey, moi, la journée, la nuit, là, du 4 au 5e jour, là, moi, je m'en allais, j'étais plus capable, là. » Puis ils se sont tous... ils ont tous repensé à ça, puis finalement, ils sont tous restés, là. Il disait, par exemple, il y en a un qui parlait au prof, puis il disait qu'il allait quitter. Et il disait, moi, entre la journée du 2 et du 3, je vais m'en aller. Puis le professeur lui a dit, écoute, pas de problème, il n'y a rien qui te retient. Fais juste, si tu as besoin de quitter, fais juste quitter la nuit pour pas qu'on te voit avec tes bagages, quoi que ce soit. Mais tu peux quitter, il n'y a pas de problème. Juste pas que fais-le de manière discrète. Mais finalement, t'arrives pour le faire, puis tu fais... Mais c'est doit être pour ça qu'ils disent ça, parce que si tu dis, OK, je vais rester jusqu'à la nuit, ça, je suis capable. Après ça, tu dis, bon, finalement, je suis capable. Ça te décourage. Puis aussi, tu vois les autres qui sont tellement concentrés, l'effet d'entraînement avec tout le monde, le fait que tu regardes 90 autres gars qui est là comme concentrés sur eux-mêmes, t'as plus le goût tu as le goût de le faire au complet puis de le finir, puis à la fin t'es reconnaissant envers toi-même de l'avoir fini. Tu fais, je vais le refaire. Puis je suis curieux, c'est quand même récent là, que t'as fait ça, mais tu vois-tu quand même, j'imagine plus le temps avance, plus tu perds ce feeling-là. En 2 mois, tu le sens-tu qui tranquillement? Absolument. Si j'avais décidé de vouloir faire 1 heure le matin, 1 heure le soir, je l'aurais beaucoup moins ressenti. En fait, je l'aurais peut-être pas ressenti. Peut-être que je serais encore dans mon mood de Vipassana. Mais t'aurais probablement abandonné puis t'aurais pu méditer. Si t'avais essayé une affaire que tu penses qui se fait pas. C'est ce que je pense aussi. T'sais, moi, la 10e journée, tout de suite, j'étais comme, OK, pas assez concret, pas assez pratique, pas assez réaliste. Tu me connais, tu le sais, mais ça, 20 minutes par jour, c'est réaliste. 20 minutes par jour, 2 fois par jour, c'est réaliste. C'est ça qui va faire que tu vas être capable de le garder. C'est ça qui me permet de m'accrocher à ça. Alors, mais oui, donc oui, je le sens qu'il se détache un peu. Mais tu sais ça. Fait que ça doit être pour ça que le monde, c'est ça, qu'un moment donné, dans 1 an ou dans 2 ans, tu le refais, ça te remet dans ce mood-là un peu. Absolument. Et c'est beaucoup de ça que j'entends, c'est que le monde le font pour se recentrer, pour se recalibrer encore une fois. Et c'est du monde de tous les horizons. Hein. On parle de professeurs, on parle d'ingénieurs, on parle de gens d'affaires, mais aussi on parle de maman à la maison, on parle de papa à la maison. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, par exemple, que sa blonde, c'est un père de famille, il a 4 enfants. Sa blonde, le 4e enfant qu'elle a eu, elle a décidé, pendant qu'elle était enceinte, d'aller à Vipassana. Ah ouais, ça va motiver. Absolument. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ce 4e enfant-là, pendant qu'elle était enceinte, ce 4e enfant-là, une fois qu'il était né, avait un tempérament beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. C'est sûr. Vipassana, ça te calme et ça va calmer si t'es enceinte l'enfant qui est en toi. Ben oui. Et c'est ça qu'elle elle l'avait fait à ce moment-là, puis je sais qu'il m'a dit qu'elle va le refaire aussi parce qu'à cause de c'est ça, l'effet que ça donne. Mais tu sais, je sais aussi qu'il y a des mamans, des futures mamans qui vont faire Vipassana pendant qu'elles sont enceintes pour justement que leur enfant ait un tempérament beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Et voilà, tu sais. Des fois, les mamans vont mettre de la musique sur leur bedon pour mettre de la musique, pour faire entendre la musique à leur enfant. Tout ça, ben, Vipassana, c'est beaucoup plus abrasif, là, puis ça te calme, mais ça te permet de te recentrer et aussi de... Fait il y a ces effets-là qui sont très bénéfiques. Des parents, des pères. J'ai entendu 2 papas qui m'ont dit, les 2, ils vont commencer à rentrer ça dans leur routine, de mettre de la méditation le matin et le soir, 1 heure par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. J'ai vu du monde, puis là, ben,
faut comprendre aussi que c'est tous des gens qui sont bénévoles. Les gens qui font la bouffe sont bénévoles. C'est les gens qui sont... Oui, exactement. Tout le monde est bénévole. C'est tous des gens... Les gens qui sont bénévoles vont méditer eux autres aussi. C'est des gens qui ont fait le Vipassana au préalable et qui le font de manière plus régulière. Et moi, ça me donne le goût de donner aussi. Ça m'a donné ton empathie aussi. Moi, mon empathie s'est développée aussi beaucoup avec Vipassana. Je veux faire du bénévolat. Je veux en faire là-bas. Puis tu sais, tu vas là, tu vas mettons 3-4 jours, tu vas faire là-bas, c'est nice, tu vas méditer avec tout le monde. Tu peux parler avec les gens qui sont là-bas, qui travaillent. Tu travailles en cuisine ou tu vas faire de la maintenance ou tu vas travailler à maintenir le building correctement. Tu peux parler à ce moment-là, mais tu le fais avec un de tes collègues et tu vas méditer et tu vas travailler le reste du temps. Et c'est très, très cool. J'ai vu du monde qui sont partis super loin. Là. Il y a un gars, particulièrement un gars qui est en cuisine, qui lui travaille dans les bars. Puis lui... il m'a dit que sa vie a changé à 180 degrés là, depuis qu'il a fait Vipassana. Maintenant, il est beaucoup, beaucoup plus reconnaissant de tout, mais il y avait une vie, un train de vie assez rock'n'roll. Oh, ouais! Puis il m'a dit, tout a changé. Wow. Il y a plus aucun... C'est ça. Puis y a-tu des affaires que t'as pas aimées? Des affaires que j'ai pas aimées? T'sais, au niveau de l'encadrement, c'est bien fait. Le système est super bien roulé. Tant mieux, tu sais. Pas une affaire de ça m'a gossé ou ça. Non. Non, je veux dire, tu le prends comme il vient. Ouais, c'est ça. Faut dire aussi que tu donnes à la fin ce que tu veux donner, tu sais. Aussi. Avant, il imposait un prix, apparemment. Avant, il demandait un prix, il demandait de l'argent, un certain montant par jour. Puis ce qu'ils se sont rendu compte, c'est qu'il y avait des gens qui se plaignaient sur la nourriture à cause de ça. Mais quand tu peux donner ce que tu veux, t'as pas de plainte. C'est dur de plaindre. Tu peux pas te plaindre. Puis si tu veux t'en aller quand tu veux, en plus, va-t'en. On va donner un ragoût de légumes. Ben oui, je vais manger un ragoût de légumes. C'est sûr que je vais manger un ragoût de légumes. Je vais manger des lentilles. Ben oui, je vais manger des lentilles, des pois chiches. Mais de toute façon, ce genre d'affaires-là, j'ai l'impression, en tout cas, que le monde va te donner plus d'argent si tu as le choix de donner ce que tu veux. Là. C'est ce que je me rends compte aussi. Là. Je pense qu'ils vont avec ça. Puis je pense que ça marche. Ouais. Non, tant le centre mieux, va bien. Tant mieux parce qu'ils sont en train de rénover le centre, ils sont en train de l'agrandir. Ils veulent accueillir plus d'étudiants et d'étudiantes. Parce que là, force est d'admettre que ça pogne, là, Vipassana. Oui, puis c'est ça, tu sais, toi aussi, t'en entends plein de monde. Moi, j'entends plein de monde. C'est pas juste ça, c'est que là, il faut que tu t'inscrives, puis il faut que tu t'inscrives rapidement parce que les places sont très limitées. Tu dis 80-90 places. Moins 80-90 places à travers le Québec, ça part vite pour des sessions de 10 jours, puis c'est des sessions de 10 jours, des sessions de 4 jours, des sessions de méditation, puis ça repart. Un 10 jours, un 4 jours, un 10 jours. Et ça part vite, ça devient complet rapidement. Donc, c'est vraiment... faut s'y prendre. Quand tu vois la plage qui s'ouvre, puis les plages, c'est ça, ils les font pas à l'avance. Ils les font comme un mois avant. Puis je comprends pourquoi ils font ça. Tu sais, c'est comme, tu le fais dans un état d'esprit... Si tu réservais 6 mois à l'avance, ça se pourrait que tu choques après 3 semaines avant. Mais si tu le fais un mois avant, beaucoup de moins de chances que tu choques. Tu l'as fait consciemment, puis tu l'as fait avec ça en tête, puis ils te reviennent 2 semaines avant, t'es-tu prêt, t'es-tu sûr de... Ils te font les suivis, ils veulent que tu le fasses. C'est bon. Fait qu'ils demandent comme 4-5 fois ton consentement avant que tu le fasses. Mais... c'est ça, là. La dernière fois qu'ils te demandent ton consentement, la journée 1, là, c'est comme, est-ce que vous êtes sûr de faire l'exercice au complet? Est-ce que vous êtes sûr d'être sûr? Parce que là, vous pouvez quitter. Mais après ça, ça part. Fait qu'on arrête ça, là. Il n'y a plus d'hésitation. Fait que là, tout le monde se regarde. Il n'y a personne qui hésite. Tout le monde est comme, je le fais. Parfait, ça part. Fait que là, OK, on part. Première méditation. Concentre-toi sur ta respiration. OK, alright, ça part. Fait que, let's go! Et c'est ça que j'aime. J'aime le fait hot, que justement, ils gardent d'une manière très consciente de ce que tu fais, de tes actions, que tu peux quitter à tout moment, mais qu'ultimement, c'est tellement bénéfique. C'est fou. Hey, ben merci, Chuck. C'était vraiment cool. T'as-tu un petit mot ou quelque chose que t'aimerais partager à la fin pour tous? Faites-le pour vous. Moi, je vais pas être d'une nature en bon français pushy d'aller chercher le monde puis viens le faire pis tout. Moi, c'est aller chercher des outils pour moi. Je sais que ça a été très bénéfique pour moi. Et je vais m'en tenir à ça. Je sais que je vais le refaire. Je sais que ça m'a beaucoup aidé et que ça continue à m'aider là-dedans. Allez voir les vidéos sur YouTube si vous êtes curieuse de comment ça se passe, parce qu'il y a plein de gens qui ont témoigné de leurs expériences à Montebello, mais aussi dans tous les autres centres à travers. J'ai vu un Français qui a parlé de son expérience en France. Alors, si vous êtes curieuse, allez voir ça.
Voilà, ça m'a aidé moi et ouais, je c'est suis ça content, l'important. je suis très content et je sais que je vais le refaire. Ouais, puis je tiens quand même à mentionner que c'est moi qui ai demandé à Chuck. Tu sais, t'étais pas genre, hey, faut que je passe ton podcast. Zéro. Tu m'as parlé du Passana, j'étais genre, man, ça te tente-tu venir en parler? Je le sais parce que il y a tellement de monde curieux. Le monde est tellement curieux de cette expérience-là parce que c'est ça, d'un point de vue extérieur, c'est. Wow, parle pas pendant 10 jours. C'est le monde devient très curieux très rapidement et je comprends parce que j'étais comme ça avant et là je l'ai fait. Je sais que je vais le refaire et si vous sentez que vous êtes en un bon moment dans votre vie pour le faire, vous avez un espèce de 2 semaines que vous pouvez le faire. Allez vous chercher l'information. Merci d'avoir pris ce temps-là. C'est très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci encore pour l'invitation, Francis. Plaisir. Puis s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent te contacter ou pour je sais pas, tu peux les aider d'un podcast ou d'une réalisation X. Oui, ben écoute, charles.leduc sur Gmail, sur mon courriel. Je sais pas si les liens sont dans la description. Ouais, on va tout mettre ça aussi. Parfait. Donc, mon courriel. Ou sinon, ben moi, je suis beaucoup actif sur Instagram en ce moment. Fait que Instagram, Chuck is Chuck sur Instagram. Voilà. Chuck is Chuck. Chuck is Chuck. Ça va être tout dans la description. Ben, exactement. Mais merci encore pour la tribune. Puis bravo pour ton podcast. Vraiment, là, tu sais, comme ça fait maintenant 2 ans. Ouais, 2 ans, là. C'est fou, là. T'es parti de loin. Puis là, maintenant, t'as un podcast à chaque jour, à chaque semaine. Monsieur. Et ça roule, les invités. Puis c'est vraiment cool que d'un sens à l'autre. Merci pour tes sages conseils à travers tu sais, tout ça. Oui. Fait qu'appelez Chuck si vous avez besoin d'aide, c'est le meilleur. Merci, t'es fin. Abonnez-vous au podcast. Abonnez-vous. Ouais, puis partagez si vous avez aimé ça. Podcast, pour vrai. Ça vaut la peine, c'est bon. C'est cool, c'est une belle expérience aussi, le Passana. Merci Chuck, merci tout le monde, bonne journée.